Deux chiffres claquent comme un coup de tonnerre au-dessus du Sahel. 5000 hommes, 72 heures pour répondre, pas une de plus. Cette promesse d'une force conjointe est claire, prétend inverser des années de dépendance sécuritaire. Mais elle révèle aussi les failles logistiques, politiques et symboliques qui traversent encore la région. Que valent ces chiffres pour ceux qui vivent sous la menace et comment Ibrahim Traoré incarne-t-il ce pari d'autonomie armée assumée? Dans cet épisode, on regarde derrière l'annonce, on remonte le fil des décisions et on mesure le vrai prix de cette rupture. La promesse faite autour de cette force conjointe repose sur une idée simple: reprendre le contrôle d'un territoire longtemps façonné par des ingérences extérieures. Le bénéfice annoncé, une sécurité décidée localement, tient en 10 mots et définit l'ambition centrale du projet. Mais derrière cette déclaration se joue un pari bien plus vaste: prouver qu'un dispositif régional peut fonctionner malgré les sanctions, le manque d'équipement et l'héritage de dépendances stratégiques qui fragilisent encore le Sahel. Ce choix engage non seulement les commandements militaires, mais aussi les populations, les infrastructures et l'ensemble des mécanismes de gouvernance appelés à supporter une montée en puissance rapide. La marge d'erreur est étroite, car chaque patrouille manquée, chaque délai logistique ou chaque tension interne peut fissurer une alliance encore jeune. Et pourtant, le potentiel de transformation est réel. Si cette dynamique tient, elle pourrait redéfinir les rapports de force régionaux et ouvrir la voie à une gestion sécuritaire fondée sur l'autonomie plutôt que l'attente. Restent à savoir les coûts cachés et surtout le point de bascule où la promesse rencontre la réalité. La première réalité qui apparaît lorsque l'on observe de près la force conjointe est moins spectaculaire que l'annonce. Malgré les 5000 soldats prévus, seule une fraction a pu être déployée dans les délais initiaux. La seconde réalité, plus discrète mais tout aussi décisive, tient au fait que ce retard n'est pas lié au manque de volonté, mais à l'impact direct des sanctions et de la lenteur d'approvisionnement. À partir de là, le décor du Sahel se comprend différemment. Les trois capitales, Bamako, Ouagadougou et Niamey, ont choisi de poursuivre une logique d'autonomie alors même que leurs chaînes logistiques sont affaiblies. Ce choix n'est pas improvisé. Il s'inscrit dans une trajectoire entamée plusieurs années auparavant, lorsque les dirigeants ont estimé que la dépendance structurelle aux partenaires extérieurs entraînait plus de vulnérabilité que de garantie. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré s'insère dans une dynamique où l'affirmation politique et la recherche de souveraineté deviennent une des critères, autant géopolitiques que symboliques. Sur le terrain, cette rupture se matérialise par des patrouilles coordonnées, des postes avancés tenus avec des moyens limités et des décisions prises localement plutôt que basculées vers des chaînes de commandement internationales. L'année 2023 marque un tournant. Les premières missions communes sont lancées avec les équipements disponibles, parfois récupérés, réassemblés ou réaffectés. Les officiers de terrain, souvent anonymes, deviennent les pivots du dispositif, adaptant leur action à des zones où l'insécurité fluctuait auparavant sans réponse immédiate. Cette nouvelle configuration ne supprime pas les risques. Elle illustre plutôt une transition. Un Sahel qui tente de stabiliser ses frontières tout en assumant les coûts d'un modèle sécuritaire recentré sur lui-même. Ce contexte tendu explique pourquoi chaque avancée, même modeste, prend une importance disproportionnée. C'est ce mélange de détermination, de contraintes matérielles et d'expérimentation locale qui façonne désormais la trajectoire de l'Alliance. Derrière les annonces politiques et les chiffres repris dans les communiqués, les premiers visages du changement sont ceux que l'on voit rarement. Les officiers de terrain, figures discrètes mais essentielles. Leur rôle n'est pas théorique. Ils traduisent, au quotidien, la volonté des États du Sahel en décisions opérationnelles prises sous pression, avec des marges de manœuvre limitées. Ils sont les premiers à mesurer l'écart entre la vision stratégique et la réalité matérielle. Dans plusieurs zones frontalières, ces officiers ont dû improviser des dispositifs de surveillance avec des moyens réduits, parfois en réutilisant des équipements usés ou récupérés lors d'opérations précédentes. Leur capacité d'adaptation devient un facteur déterminant. Lorsqu'un convoi doit être protégé, lorsqu'une route sensible doit rester ouverte, c'est leur organisation qui permet ou non de maintenir la continuité. Ces gestes pratiques construisent les premiers effets visibles de la nouvelle alliance. Un jeune caporal, lors des premières patrouilles communes, résume cette mutation d'une phrase simple: Avant, nous attendions des ordres de loin. Maintenant, nous suivrons les nôtres. Cette déclaration n'a rien d'anodin.
Elle cristallise l'évolution d'un système longtemps dépendant de directives externes vers un modèle où la décision locale reprend de la valeur. Ce basculement, encore fragile, donne un aperçu des transformations à venir. L'impact reste partiel, mais il est mesurable. La reprise de contrôle de certains axes routiers, la réouverture de points de passage et la stabilisation progressive de zones autrefois laissées aux groupes armés. Le so what est clair. La souveraineté devient opérationnelle seulement lorsqu'elle se voit dans les actes les plus concrets. L'activation de la force conjointe ne commence pas par une grande manœuvre, mais par une alerte transmise dans un contexte où chaque minute compte. Avant cette décision, les patrouilles étaient dispersées, les chaînes de commandement dédoublées et les réponses étant souvent trop lentes pour enrayer les incursions rapides. Après l'activation, tout bascule. Un protocole unique est appliqué, les unités se regroupent et une logique d'intervention coordonnée remplace les actions isolées. Le contraste entre l'avant et l'après révèle la nature exacte de la rupture. Dès les premières heures, les trois capitales cherchent à vérifier si le dispositif peut tenir sa promesse. Mobiliser, en théorie, 5000 hommes en moins de 72 heures. 72 heures. La montée en puissance est immédiate mais incomplète. Les premières unités se déploient avec des véhicules réparés à la hâte, des postes radio partiellement opérationnels et des chemins logistiques encore encombrés par les sanctions. Pourtant, la dynamique avance. Sur certains axes, les anciens points, morts, deviennent des zones contrôlées. Sur d'autres, la progression reste lente, entravée par le manque d'équipement. Au cœur de cet enchaînement se trouve une série d'actions à forte intensité. Reprise de tronçons routiers, sécurisation de convois, déploiement accéléré de postes temporaires. Chaque mouvement exige une coordination plus fine que ce que la région avait connu jusqu'ici. Les officiers locaux deviennent les relais indispensables d'un système encore en rodage. Leurs décisions rapides, souvent prises sous pression, compensent partiellement les faiblesses matérielles. Le climax apparaît lorsque les premières patrouilles communes opèrent à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. C'est là que l'on voit si la coalition peut fonctionner comme un ensemble unifié. Les unités avancent, se relaient, communiquent en direct sans attendre les validations extérieures. Les tensions logistiques restent lourdes, mais les officiers insistent, la chaîne locale doit primer. C'est aussi dans ce moment charnière qu'intervient l'autorité politique, notamment celle d'Ibrahim Traoré, pour réaffirmer que l'autonomie sécuritaire n'est plus un objectif abstrait, mais une exigence stratégique. La phase de Dushan suit immédiatement. Après chaque intervention, il faut tenir les positions, maintenir la pression et sécuriser les villages environnants. C'est ici que la fragilité du système réapparaît. Les ressources s'épuisent vite, les réparations prennent du temps et la logistique reste dépendante de stocks limités. Malgré ces obstacles, des résultats concrets émergent. Certaines zones, autrefois instables, connaissent une diminution des incursions. Des routes commerciales reprennent lentement vie, des postes abandonnés sont réhabilités. Cet enchaînement, activation, montée en charge, point haut, puis consolidation, constitue la première démonstration réelle de la coalition. Il ne règle pas les problèmes matériels, mais il montre que l'action coordonnée peut, malgré les limites, produire des effets tangibles. La dynamique reste fragile, mais elle donne une forme au projet. Une autodéfense ancrée dans les réalités locales, encore imparfaites mais opérationnelles. Le premier indicateur clé est celui qui structure toute la narration autour de la force conjointe. Les 5000 soldats annoncés en 2023. Ce chiffre, présenté comme le socle opérationnel du dispositif, sert de baseline. La réalité du terrain montre toutefois un delta important. Une partie seulement peut être mobilisée dans les délais prévus en raison des sanctions et du manque d'équipement. Ce décalage illustre à quel point l'ambition dépasse encore l'infrastructure disponible d'exciter les rapports militaires. La force existe, mais sa pleine activation demeure conditionnée à des ressources qui arrivent trop lentement. Le deuxième indicateur est temporel. Le délai de 72 heures censé permettre une réponse rapide en cas de crise. Ce standard avait pour objectif d'assurer une réactivité immédiate dans les zones les plus exposées. Pourtant, les retards logistiques ont entraîné des ajustements répétés. Ce délai reflète l'écart persistant entre la planification et l'approvisionnement effectif. Les patrouilles ne sont pas annulées,
mais leur synchronisation souffre, ce qui complique la sécurisation simultanée de plusieurs couloirs sensibles. Le troisième indicateur touche directement l'effet observable sur le terrain, l'augmentation de 40% des zones protégées après le déploiement initial. Cette progression représente la donnée la plus tangible à Orbichel en termes d'impact. Elle ne signifie pas que toutes les zones sont pleinement stabilisées, mais qu'une partie des anciens points vulnérables bénéficie désormais d'une présence régulière. Ce gain traduit une capacité réelle à tenir certaines positions malgré les contraintes persistantes. Il n'efface pas les fragilités, mais il matérialise une amélioration mesurable. À travers ces trois mesures, un schéma se dessine. L'ambition est haute, 5000 soldats prêts à intervenir, 72 heures, 100 heures pour se mobiliser, 40% de zones mieux sécurisées. Mais le fonctionnement interne reste entravé par les mêmes obstacles évoqués depuis le début. Équipement incomplet, sanctions qui ralentissent comme tout, infrastructure trop limitée pour absorber un déploiement massif. Ce n'est pas l'absence de volonté qui crée les décalages, mais un environnement matériel trop contraint pour que la montée en puissance soit fluide. La réponse se trouve alors dans l'ajustement progressif. Renforcer les flux logistiques, stabiliser les chaînes d'approvisionnement locales, consolider les postes frontaliers réhabilités et améliorer la coordination entre les trois capitales. La trajectoire n'était pas linéaire, mais elle s'oriente vers une forme d'autonomie sécuritaire assumée, où chaque avancée, même partielle, compte davantage que les modèles idéalisés. En refermant cette séquence quantitative, une conclusion apparaît. La promesse d'efficacité existe, mais elle ne peut se maintenir que si les États du Sahel maîtrisent progressivement les variables qui échappaient d'à jusque-là à leur contrôle. C'est cette condition essentielle et incontournable qui détermine la suite du projet. Pour comprendre la solidité réelle de l'Alliance du Sahel, il faut examiner honnêtement les deux arguments qui s'opposent le plus souvent, puis y répondre sans détour en s'appuyant uniquement sur les éléments présents dans la source. Le premier argument favorable souligne que la force conjointe a déjà produit des résultats visibles, des patrouilles coordonnées, des missions menées avec les ressources disponibles et une augmentation notable, 40%, des zones protégées. Pour ses partisans, cette évolution prouve qu'un modèle de sécurité centré sur la décision locale peut fonctionner. Il rappelle que les populations constatent comme la réouverture de routes, la reprise d'échanges commerciaux et une diminution ponctuelle des incursions, ce qui marque une rupture avec des années d'attente envers des partenaires extérieurs. Cette autonomie croissante n'est pas que militaire, elle renforce une forme de cohésion régionale essentielle dans un environnement où les ingérences étrangères ont longtemps dicté les priorités. Le deuxième argument, beaucoup plus critique, pointe les obstacles structurels. Il met en avant le manque persistant d'équipement, les sanctions internationales qui ralentissent tout, ainsi que les tensions internes entre les pays membres. Dans cette perspective, l'alliance serait trop fragile pour durer. Les sceptiques rappellent que la chaîne logistique reste insuffisante, que le déploiement initial des 5000 soldats a dû être ajusté, et que certaines nations expriment déjà des inquiétudes sur l'équilibre des responsabilités. Pour eux, les avancées observées ne seraient qu'un succès partiel menacé par les contraintes matérielles et politiques. Face à ces deux visions, la réponse la plus solide repose sur une lecture directe du terrain, telle que décrite dans la source. Le dispositif n'est ni un triomphe assuré, ni un échec annoncé. Il avance avec des ressources limitées, mais avance tout de même. Les progrès sont réels mais fragiles. Les limites sont sévères mais pas paralysantes. La coalition démontre une capacité à réagir, à improviser, à reprendre des zones sensibles et à maintenir un minimum de continuité sécuritaire. L'enjeu n'est donc pas de savoir si l'alliance est parfaite, mais si elle peut continuer à transformer chaque petite victoire en stabilité durable. À ce moment charnière, la coalition découvre que sa force ne réside pas uniquement dans les chiffres annoncés, mais dans la capacité à décider sans attendre des validations extérieures. Ce déplacement du centre de gravité, du commandement lointain vers la décision locale, modifie entièrement la dynamique. Les trois capitales ajustent leurs priorités, coordonnent leurs Hochosendo, leurs patrouilles et mettent en place des missions qui ne dépendaient auparavant que d'acteurs externes. C'est dans cette phase que le rôle politique d'Ibrahim Traoré devient plus visible. Son insistance sur l'autonomie opérationnelle oblige les unités à assumer leurs choix, à maintenir les positions reprises et à renforcer la logique d'autodéfense régionale.
Les officiers, déjà en première ligne, deviennent alors les véritables ingénieurs du dispositif, improvisant des solutions dans des zones autrefois incontrôlables. Là où l'on attendait une montée en puissance linéaire, le midpoint révèle autre chose. Une coalition qui avance par à-coups, mais qui avance malgré tout. Les succès ne sont pas spectaculaires, mais ils s'accumulent assez pour faire bouger l'équilibre local. Des routes rouvrent, des marchés se réactivent, des villages respirent un peu plus librement. C'est une inflexion, ni une victoire définitive, ni un simple symbole, un test grandeur nature de ce que peut devenir la souveraineté assumée. Les effets concrets de la coalition apparaissent différemment selon les acteurs concernés. Ils se répartissent en quatre dynamiques distinctes qui structurent l'évolution du Sahel depuis le déploiement initial. Ces impacts ne sont ni uniformes ni définitifs, mais ils dessinent une trajectoire nouvelle dans laquelle les décisions locales, soutenues politiquement, notamment par Ibrahim Traoré, donc redéfinissent la vie quotidienne sur le plan national. Pour les États membres, l'alliance représente une rupture assumée avec les modèles de sécurité précédents. Les décisions se prennent désormais à Bamako, Ouagadougou et Niamey, ce qui renforce la légitimité politique de leurs dirigeants. Les gouvernements constatent que certaines zones jusque-là incontrôlées sont désormais stabilisées, même partiellement, grâce à l'augmentation de 40% des secteurs protégés. Cela leur permet de reconstruire des segments de gouvernance locale et de réactiver des réseaux administratifs longtemps paralysés. Toutefois, les limites matérielles persistent. L'insuffisance des équipements, le poids des sanctions et la fragilité des infrastructures créent un plafond de verre difficile à briser. Sur le plan économique. Pour l'économie, la sécurisation de certaines routes stratégiques dans le Zedeh transforme immédiatement les conditions de circulation. Les marchés rouvrent plus régulièrement, les commerçants peuvent donc reprendre leurs activités et les échanges interrégionaux deviennent plus fluides. La reprise reste progressive, mais elle change la perception du risque commercial. La logistique demeure fragile, surtout dans les zones rurales, mais la réouverture d'axes essentiels offre un espace minimal pour que les acteurs économiques reprennent progressivement confiance. L'alliance ne crée pas encore une prospérité soutenue, mais elle rétablit les conditions d'existence indispensables au commerce de proximité. Pour les communautés locales, pour les populations, l'impact est immédiat. La présence plus régulière des patrouilles permet de diminuer les incursions et de restaurer un sentiment de sécurité. Des écoles rouvrent, des villages recommencent à fonctionner sans la menace constante d'attaques soudaines. Les habitants observent un changement qu'ils n'osaient plus imaginer, celui de la normalité retrouvée. Mais cette avancée reste fragile. Là où les ressources manquent, un incident logistique ou un retrait temporaire des unités peut suffire à réduire la stabilité retrouvée. Sur le plan régional. Sur le plan régional, la coalition modifie la manière dont le Sahel est perçu. D'un terrain à gérer, il devient un espace de souveraineté revendiqué. Les décisions locales créent un précédent, celui d'une Afrique qui tente de se défendre par elle-même, sans renoncer entièrement aux partenariats extérieurs, mais sans s'y soumettre. Cette évolution interpelle les autres pays en quête d'autonomie stratégique. Le mouvement reste expérimental, mais il propose un modèle alternatif, encore imparfait mais observable. L'ensemble de ces effets reste fragile, mais il marque un basculement concret. Les avancées de Chpé ne sont pas théoriques. Elles se voient, se mesurent, se vivent. Le Sahel, sous l'impulsion politique et militaire de ses dirigeants, dont Ibrahim Traoré, découvre que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une pratique quotidienne. Les 6 à 12 prochains mois ouvriront une phase décisive pour l'Alliance du Sahel. Rien n'est encore fixé. Les avancées restent fragiles, les ressources limitées, et la stabilité dépendra de la capacité des trois capitales à maintenir la coordination dans un contexte de pression multiple. À partir de la dynamique déjà observée, trois trajectoires cohérentes émergent, sans prédiction, uniquement en prolongeant les tendances présentes dans la source. Dans une première trajectoire possible, dans cette hypothèse, la coalition conserve son rythme actuel, des patrouilles régulières, une autonomie décisionnelle renforcée et des zones protégées en progression modérée. La sécurisation des routes se poursuit, mais lentement, car les sanctions et le manque d'équipement pèsent sur chaque opération. Les 5000 soldats demeurent la référence structurelle, même si leur mobilisation complète reste difficile. Les États stabilisent partiellement leurs frontières, mais la logistique reste le point de rupture potentiel. Ce scénario prolonge la situation actuelle.
Une continuité fragile, suffisamment solide pour éviter un recul, mais insuffisante pour déclencher une transformation profonde. Dans une seconde trajectoire envisagée. Ici, plusieurs éléments convergent favorablement. Les infrastructures critiques sont réparées plus vite que prévu, les ressources locales sont mieux organisées et les postes frontaliers consolidés. Les patrouilles coordonnées deviennent plus réactives et l'augmentation de 40% des zones protégées sert de base pour étendre progressivement la couverture sécuritaire. Les échanges économiques reprennent dans un cadre plus prévisible, les écoles rouvrent de manière durable et les tensions internes entre les pays membres se réduisent. La coalition devient alors un modèle régional d'autodéfense structurée, un laboratoire de souveraineté capable d'attirer davantage de soutien technique sans dépendance politique. Dans une troisième trajectoire plus fragile, dans la perspective la plus difficile, les limites logistiques s'aggravent, les tensions internes, évoquées dans la source, s'intensifient, tandis que la coordination se délite. L'incapacité à mobiliser rapidement une part suffisante des 5000 soldats fragilise les réponses aux crises locales. Les sanctions ralentissent davantage les réparations vitales et certaines zones reprennent une instabilité persistante. L'alliance perd alors son élan, les routes se referment, les écoles ferment à nouveau et la dépendance extérieure refait surface. Ce scénario ne découle pas d'un effondrement brutal, mais d'une usure progressive. Au-delà de ces trois trajectoires, une recommandation de pensée s'impose. La survie du projet dépend moins des grandes annonces que de la capacité à stabiliser chaque progrès local et à éviter l'érosion quotidienne des avancées obtenues. L'impact de l'Alliance du Sahel ne se mesure pas uniquement à travers les cartes militaires ou les rapports institutionnels. Il se ressent d'abord dans la manière dont trois grands groupes, que l'on peut appeler A, B et C, voient donc leur quotidien se transformer. Chacun d'eux expérimente une facette différente de cette quête d'autonomie sécuritaire, et chacun observe, à son échelle, ce que signifie la reconstruction progressive d'un territoire longtemps marqué par l'instabilité. Pour les familles et les communautés locales, pour elles, la sécurité n'est pas un concept stratégique. C'est la possibilité d'envoyer les enfants à l'école, d'ouvrir un marché, de traverser une route sans craindre une attaque. La réapparition de patrouilles régulières, même modestes, suffit parfois à restaurer une forme de normalité. Ces familles constatent que certaines zones autrefois abandonnées connaissent un retour progressif de la vie quotidienne. Leur inquiétude persiste, mais l'idée d'un avenir possible réapparaît. Pour les acteurs économiques, dans de nombreuses localités, la réouverture des routes et la sécurisation de points stratégiques créent les premières conditions pour relancer les activités. Les commerçants peuvent se déplacer plus facilement, les échanges reprennent et les marchés qui étaient fermés s'animent à nouveau. Cette reprise reste fragile, car elle dépend étroitement du maintien des patrouilles. Pour ces acteurs, la stabilité est un carburant indispensable. Chaque interruption logistique peut stopper la dynamique. Pour les jeunes et les forces locales engagées. Pour eux, le changement est aussi psychologique. En voyant des postes avancés revenir à la vie et des unités locales prendre en charge leur propre sécurité, ils perçoivent une nouvelle forme de responsabilité collective. Ce sentiment est si vital pour dépasser des années de dépendance décisionnelle. La réappropriation du terrain nourrit une fierté prudente mais réelle. À travers ces trois regards, une même idée revient. La sécurité n'est durable que lorsqu'elle se traduit dans la vie quotidienne, pas seulement dans les communiqués officiels. Pour que la dynamique amorcée dans le Sahel survive au-delà des premiers résultats, la coalition doit s'appuyer sur une série d'étapes concrètes, cohérentes avec les limites matérielles décrites dans la source. Il ne s'agit pas de réinventer le dispositif, mais de renforcer les fondations déjà visibles sur le terrain. Sous l'impulsion politique, notamment celle d'Ibrahim Traoré, ces étapes peuvent transformer des avancées fragiles en stabilité durable. 1. Étape 1. Consolider les postes frontaliers réhabilités. Les zones sécurisées ont augmenté de 40%, mais ces gains restent vulnérables. La priorité est de stabiliser les postes avancés déjà repris, maintenance minimale, rotation régulière des unités et appui logistique local. Sans cette consolidation, les progrès peuvent aller s'éroder en quelques semaines. 2. Étape 2. Structurer une logistique courte et locale. La lenteur des approvisionnements est l'un des principaux obstacles. Renforcer les circuits locaux, Disney, dépôts régionaux, équipes de réparation mobile, réaffectation d'équipements récupérés,
permettrait de réduire la dépendance aux flux extérieurs, encore freinés par les sanctions. 3. Étape 3. Harmoniser la prise de décision entre les trois capitales. La cohérence entre Bamako, Ouagadougou et Niamey a déjà produit certains effets, mais elle reste perfectible. Un protocole commun simplifié doit garantir que les patrouilles sont déclenchées et soutenues rapidement sans renvoyer chaque étape vers une validation politique lente. 4. Étape 4. Renforcer la présence civile dans les zones stabilisées. Les marchés, écoles et routes rouvertes montrent que la sécurité n'avance pas seule. Dès qu'une zone est tenue, les services civils doivent y revenir rapidement pour éviter le vide qui favorise les replis d'insécurité. 5. Étape 5. Préserver l'autonomie décisionnelle locale. C'est la cohérence centrale du projet, une sécurité décidée sur place. Toute avancée durable dépend de cette logique. Au terme de ce parcours, un motif revient comme un fil rouge. Celui du jeune caporal aperçu dans les premières patrouilles communes. Son geste, suivre enfin des ordres locaux plutôt que des directives lointaines, condense toute la transformation en cours. Ce geste simple, presque discret, incarne mieux que n'importe quelle annonce l'essence du changement, la réappropriation du pouvoir d'agir. Dans cette dynamique, le rôle politique d'Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des catalyseurs de cette transition. Non pas parce qu'il incarne une rupture isolée, mais parce qu'il symbolise le choix assumé d'une souveraineté construite de l'intérieur. Autour de cette orientation, les officiers, les communautés et les États reconfigurent progressivement leur manière de se défendre, de décider et de coopérer. Au-delà des chiffres, au-delà des contraintes matérielles, quelque chose de plus profond s'esquisse. Une région qui tente de guérir en reprenant contrôle sur chacun de ses gestes quotidiens. Les routes qui rouvrent, les écoles qui accueillent à nouveau, les marchés qui se réaniment, ne sont pas seulement des signes de stabilité. Ce sont des preuves que la normalité peut renaître. Et dans cette reconstruction lente mais tenace, une idée s'impose. La souveraineté n'existe que lorsqu'elle se vit. La transformation du Sahel n'est pas seulement l'histoire d'une force conjointe, mais celle d'une région qui apprend à reconstruire ses propres fondations. Cette dynamique, portée par les communautés locales autant que par les institutions, ouvre un espace rare, celui où la souveraineté cesse d'être un principe abstrait et devient un apprentissage collectif. Dans ce moment fragile mais déterminant, chaque geste compte. Soutenir les acteurs locaux, comprendre leurs contraintes, observer comment les villages, les écoles et les marchés se réinventent, tout cela participe à renforcer un mouvement qui, sans être parfait, montre qu'une autre voie est possible. Pour prolonger cette réflexion, une question demeure ouverte. Quelles formes de soutien, locales, régionales ou internationales, peuvent accompagner cette autonomie sans la dénaturer? Si cette exploration du Sahel vous a été utile, enrichissante ou simplement révélatrice, votre engagement par une discussion, un partage ou une réflexion contribue déjà à nourrir le débat autour d'un territoire qui cherche à se redéfinir.